Alors mes Dibos, comment vous allez? Comment ça va les Dibos? Comment ça va les Dibos? Comment vont les Dibonos aujourd'hui? Dibonos, pas Dibolos quand même. Un peu de respect pour les Dibos. Et pourquoi pas, hein? Mes Dibos, aujourd'hui on va faire un peu de support, on va faire un petit point de support. On va démarrer par ça parce que je pense pas que ça nous occupera toute la streamerie, mais on va faire un petit point de support parce que j'ai vu dans mes logs d'erreur sur Riost qu'il y avait quelque chose qui déconne un peu avec mes entities et ma validation des objets en base de données. On va aller voir ça tout de suite. Je reçois pas mal de messages d'erreur qui ressemblent à ça. Je vais vous montrer ça dans 3 secondes. Voilà. Il ressemble beaucoup à ça, les messages d'erreur que je reçois. Voilà, ça me dit qu'il y a des entities qui sont pas validées correctement. Je sais que ça se passe dans ce fichier là. Bref, bon. Alors ce petit numéro de ce petit incident, ce petit point de support, je l'ai mis dans le tracking des systèmes. Là j'ai fait le plein, hein. J'ai fait un peu le tour hors caméra des différents demandes et points de support qu'il y a actuellement sur Rehost. Et je les ai calés ici. Et donc du coup j'en ai fait un point, hein. Il est là. Et donc ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été voir mes Dibos dans ma base de données. On va aller voir ça tout de suite. J'ai été voir dans la base de données, dans ma table des erreurs, toutes les erreurs qui sont de ce type là, hein, ça correspond, hein, dont le type correspond. Et j'ai vu que dans mes logs d'erreurs, déjà je n'ai pas beaucoup, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y en a pas full, hein, on en est à allez, on est à moins de 10 par jour, hein, qui concerne ce sujet là. Là typiquement hier on n'en a pas eu du tout, aujourd'hui on en est à 3 déjà. Là ce que je vous montre c'est des données de prod, hein, qui tournent actuellement en prod. Ouais, bon, allons voir. Et moi ce que je trouve étonnant surtout c'est que, regardez la stack, elle est là, c'est tout le temps le même fichier qui a l'air d'être impacté, c'est tout le temps au même endroit du même fichier. On dirait, les Dibos, que je fais une requête SQL, enfin link to entities plutôt, me génère une requête SQL qui pose problème, hein. On va aller voir ça un petit peu de quoi il s'agit. Là je pense que c'est le même endroit, c'est juste que j'ai écrit un peu de code du coup autour du 25 mai par là, j'ai écrit un bout de code et du coup j'ai décalé le code. Et là je pense que j'ai juste simplement refactorisé un morceau de code et du coup ça apparaît pas. Ce qui va nous intéresser donc, ça va être ce fichier là, Rehost Controller CS à la ligne 134. Visiblement, Medibos, il y a quelque chose qui déconne à cet endroit là. Bien. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi sur le sujet. Donc voilà, je vais aller hop, vérifier s'il n'y a pas de mise à jour pour Visual Studio. Et si c'est le cas, hop, on se prend le rideau dans la tête. Et si jamais c'est le cas, on l'a fait. Bien sûr, il n'y en a pas. Ok, c'est parti. Lançons. Mais les boss, j'espère que le stream d'hier vous a plu. Je l'ai fait un peu plus court, il y a eu une petite partie blabla. Peut-être que si l'habitude comprendra. J'ai vu que ça vous a pas mal plu. J'ai eu quelques retours sur le sujet. Ça a l'air de vous plaire. Alors du coup, tant mieux. On peut faire ça, moi ça me va. Le créneau horaire, c'est votre créneau horaire les gars. Moi j'ai le temps. Je bosse de la maison, pour mes clients. Donc je m'organise mes journées comme ça. Votre créneau, c'est le vôtre. Parlez-moi, dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier que vous voudrez qu'on aborde ensemble? Est-ce que vous avez des choses à me dire pour que j'améliore ma façon de dialoguer avec vous ou de vous présenter les choses? Ça sera avec grand plaisir. On est là, on est en amélioration continue, hein, c'est comme ça que moi je fonctionne. Hier j'étais un peu moins bon qu'aujourd'hui, aujourd'hui je suis moins bon que demain. C'est comme ça que je fonctionne. Donc dites-moi les Dibos, chaque jour on s'enrichit, vous enrichissez, moi je m'enrichis. En tout cas sur le plan technique. Donc voilà les Dibos, hein, dites-moi ce qui vous plaît. Si vous voulez qu'on fasse 10 minutes de quelque chose et 10 minutes d'autre chose, moi ça me va très bien, c'est votre temps. Faites-en ce qui vous semble le plus approprié. Bien vu. Alors on a dit qu'on allait se placer dans le Rehost Controller. On est bien dans le Rehost Controller. Ok, Rehost Controller. Aucun résultat trouvé. Bon, ça commence bien. Oh, allez, tu fais ta chafouin là. Tu fais ton chafouin. Il est là. Tant pis, je voulais utiliser le super moteur de recherche intégré. Ok. Donc on a dit CTRL G, ligne 134. Ligne 134. Ok, on fait un appel à API Call. Ok, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça, Bob? Log API. Ouais, dans API Call Service ligne 12. Ok, jusque là, c'est raccord.
vous avez pas vu, mais je le montrais sur l'autre écran. Je check en même temps mes messages d'erreur. Hein. On est bien sur le Reos Controller qui fait appel, enfin qui fait appel donc c'est voilà à API Call Service CS ligne 12. Donc c'est bien ça. On y va, appel Call Service ligne 12 ici. Ok, donc il y a quelque chose qui pète au niveau de cette requête. Bien. Impossible de valider les entities. Est-ce que ce serait pas parce que ouais, je pense que je sais pourquoi. J'ai pas la stack trace complète. Est-ce que je l'ai dans mon mail, hein, mais bon, c'est pas bien grave. Oui, retour à la ligne automatique, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de pretty print. Ah zut, j'ai pas mis ici le même outil que l'autre côté. S'il vous plaît, XML Tools. Pretty print. Non. Bon, très bien. On va le faire nous-mêmes. Hein. Ok, donc on est là-dessus. On a le contexte save changes. Ouais, donc ça c'est ce que je vous ai montré à l'écran de droite. Ouais, mais j'ai pas les données. Eh oui, forcément, j'ai que mes 3 lignes de stack là. Donc ça suffira pas. Bon, c'est pas grave, ça ne donne pas trop d'infos là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a été appelé. Ouais, valide. Ok, je pourrais avoir plus d'infos en allant voir la propriété en question. D'accord. Ok. De temps en temps, Medibos, il se trouve. Alors, ça, c'est une technique qu'on utilise en .NET. Ouais, c'est quelque chose que j'aurais pu. On n'en a pas encore parlé. On n'a pas encore parlé beaucoup sur cette chaîne de gestion d'erreurs et de gestion de log d'erreurs. Quand une erreur survient dans une application .NET, ce qu'on appelle une exception est levée. Une exception, c'est un objet qui est créé à la volée, hein, qui essaie de récupérer un petit peu les données comme elle peut. Elle récupère le contexte base de données, etc. Elle récupère des choses qui lui permettent de vous donner, vous le développeur, des informations sur ce qui vient de se passer pour pouvoir le reproduire assez facilement et tenter de réparer la chose. Ok ? Et cette exception, hein, elle porte différentes propriétés. Elle porte notamment la stack. Hein, c'est ce que je vous montrais ici en base de données. Voilà. Mon exception, elle comporte un message d'erreur. Elle comporte une stack. Voilà. Et c'est ça que j'envoie par mail. Les petits mails que je vous ai montrés tout à l'heure, c'était ça. Mais en plus de ça, l'exception, suivant le type d'exception qui a été levé, je renforce après cette idée là, mais selon le type d'exception qui est levé, l'objet exception va comporter plus ou moins de propriétés et plus ou moins de propriétés qui seront plus ou moins renseignées. C'est-à-dire, si jamais j'essaye d'ouvrir une connexion avec un serveur pour aller lancer un téléchargement, un transfert FTP, une requête HTTP, etc. Ok, si j'essaye de faire ça et que quelque chose déconne, quelque chose plante, le serveur ne répond pas, je récupère un timeout. Dans ce cas-là, l'exception ne sera pas tout à fait la même, ne sera pas du même type et n'aura pas les mêmes propriétés qu'une exception qui est levée lorsque j'essaie d'écrire un fichier sur un lecteur CD ou un disque dur qui est protégé en écriture ou auquel j'ai pas les droits d'accès, d'accord? Vous voyez où je veux en venir. Et ça, tout ça, ça fait des exceptions. Donc une exception au sens large, mais l'exception elle-même, l'exception pure qui est levée, ne sera pas la même dans les deux cas. Ben ici c'est pareil, là visiblement il y a quelque chose qui se passe au niveau de ma transaction avec la base de données, et donc à ce moment là une exception est levée, mais ce n'est pas une exception, alors c'est une exception générique, exception au sens large, mais en plus de ça c'est une exception d'accès à la base de données, je connais pas exactement le type par cœur, on va aller le découvrir ensemble, c'est une exception d'accès à ma base de données, ce qui veut dire que si moi je vais récupérer la bonne propriété de cette exception d'accès à la base de données, je dois être capable, à mon avis, hein, en tout cas je pense, hein, d'aller récupérer la requête brute SQL qui a été exécutée sur la base de données, la table donc dans laquelle je voulais écrire des données ou lire des données, et puis la raison pour le message d'erreur retourné par SQL Server, notamment pourquoi ça a foiré, quoi. Est-ce que c'est une foreign key que je respecte pas, ou est-ce que j'essaie de mettre nul dans un champ qui n'est pas nullable en base de données. Moi mon petit doigt me dit que c'est ça qui pose problème, on va aller voir ça ensemble. Voilà, et vous comprenez bien que si à cet endroit là où l'erreur est levée, j'attendais et je scrutais une erreur d'accès à un fichier sur le disque dur, du coup je vais pas pouvoir aller jusqu'en bas et trouver la requête SQL. Voilà, tout ne va pas dans ce cas-là.
Et c'est ce que me dit le message d'erreur. Tout ça c'était une superbe transition pour vous montrer ça. C'est ce que me dit le message d'erreur. Le message d'erreur me dit oui, effectivement, il y a une validation d'une entity qui a foiré. Tu peux consulter si tu veux la propriété entity validation error pour avoir plus d'infos. Et vous l'aurez compris, cette entity validation errors là, c'est une propriété propre à ma fameuse exception d'accès à la base de données. Ok, qu'on ne retrouvera pas sur une file not found exception ou sur une, je sais pas, network timeout exception. Ok, Medibos. Et donc là où moi je suis bien embêté, c'est que moi dans le cadre de Rehost, mes exceptions je les catch au sens large. Dès qu'il y a une exception, clac, je le fais au sens large. Je ne descends pas plus finement pour aller distinguer qu'est-ce que je fais si je suis dans le cas d'une exception réseau, une exception fichier, une exception machin, une exception bidule. Ok Medibos. Donc là moi je récupère pour le moment le premier niveau, on va dire ça comme ça. On va dire que mes exceptions c'est une voiture. Ok, la voiture, elle a des propriétés, elle a un volant, elle a 4 roues, elle a un châssis, elle a des portières. J'adore cette analogie, vous l'entendrez, un stream sur deux, vous entendrez parler de cette analogie-là. Ok, mon volant, il va avoir des propriétés qui lui sont propres. Il va avoir une propriété, je sais pas moi, commodo clignotant, nombre de branches, garniture molle ou pas molle. Est-ce qu'il est chauffant ou pas chauffant? Est-ce qu'il est en cuir ou en, je sais pas, en plastique simili-cuir? Ok, et c'est des propriétés auxquelles n'auront pas ou auront accès à elles, mais d'une autre façon, mes autres propriétés, mes autres objets de la voiture. Typiquement, mes portières aussi, elles vont avoir est-ce que je suis en cuir ou en plastique. Par contre, elles vont pas avoir le nombre de branches, ça n'a pas de sens. Elles vont avoir en l'occurrence est-ce que j'ai des vitres électriques ou pas. Alors que mon volant n'a pas cette propriété-là. Ok. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hérédité, le principe d'hérédité dans une programmation orientée objet, c'est que des objets peuvent être totalement indépendants les uns des autres, ils peuvent être imbriqués les uns dans les autres, ils peuvent être en héritage, et puis ils peuvent partager des choses en commun et en cacher d'autres à d'autres. Ok ? Et ben c'est ce qu'on va aller faire maintenant, on va aller checker s'il n'y a pas moyen dans Rehost d'aller modifier le comportement de ma gestion des erreurs pour que, en fonction du type d'erreur que je retourne, et ben le message que je vais sauvegarder en base de données et envoyer à l'admin par mail soit un petit peu différent. Ok, c'est un travail c'est un travail préalable au travail de réparation de ma requête de base de données qui a l'air bizarre là, qui a l'air un peu suspecte, parce que pour le moment je sais pas quoi regarder. On est d'accord. Pour le moment je sais, ah attention, il y a une erreur d'accès à la base de données, mais je sais pas en quoi. Je peux aller tâtonner et aller checker mes types pour essayer de bricoler quelque chose, mais le plus intelligent dans ce cas-là, pour savoir précisément ce qui pose problème, c'est bien sûr d'aller loguer le message d'erreur réel qui arrive là, donc le message d'erreur lié à ma base de données, pour ensuite aller faire la modification en conséquence. Ok, Medibos? Je pense pas que je vous ai perdu, mais n'hésitez pas encore une fois à m'arrêter, c'est pour vous tout ça. Hein. Ça, je pourrais le faire off caméra. Là, c'est vraiment pour vous, pour qu'on échange entre vous et entre nous, et que vous me disiez si vous avez une solution toute prête qui fonctionne et que je me prenne pas la tête à chercher quoi. Donc c'est parti, la gestion des erreurs dans Rehost, qui est une application .NET Framework ASP.NET MVC, elle se situe dans, tout symboliquement, le global.asax. Voilà. Et c'est ici. En cas d'erreur sur l'application, toc, un petit zoom, en cas d'erreur sur l'application, je vais aller récupérer la dernière erreur qui est apparue au niveau de mon serveur, que mon serveur sait être apparue, ok. Il va la récupérer et il la met dans cette variable là, et puis il la log et puis il est content. Sauf que, Medibos, ce que je suis en train de vous dire, c'est que mon exception ici, c'est un fourre-tout. L'exception en elle-même, là, l'objet exception, c'est un peu le fourre-tout. C'est voiture. Ok. Cette exception, elle peut être de type network problem timeout exception. Elle peut être de type j'essaie d'écrire sur un fichier, sur un endroit où j'ai pas le droit exception. Elle peut être de type base de données me dit que t'as pas les droits d'écrire dessus exception. Ok, vous l'aurez compris. Cet objet, c'est voiture. Ok, cet objet ça peut être un voiture.volant, ça peut être un voiture.roue, ça peut être un voiture.portière, un voiture.boulon à l'intérieur du centre du disque, du moyeu, du machin truc. Ok, c'est exception, c'est l'objet le plus large possible, c'est celui qui a le plus de propriétés possible. Et moi après, il va falloir que j'aille faire un petit traitement spécifique selon le type d'exception que je vais rencontrer. Ok Dibos. Donc c'est ce qu'on va faire ici. C'est ce qu'on va faire ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire, un switch sur le type of exception. Je sais pas si ça marche ça. Ok, switch sur le type of x. Non.
Ah oui, c'est ça, c'est switch sur x.getType peut-être. Ok. Ok. On pense tout de suite à faire son break de sortie, très important, voilà. Ensuite, case. Case, alors est-ce que je peux le faire juste comme ça? Case exception générique. Break, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que le type ne peut pas être géré par un modèle de type exception, de type type. Ok, je sais pas ce que ça veut dire, mais il en veut pas. Et alors si je fais type off, est-ce que ça coïncide? Une valeur constante est attendue. Ok, d'accord, d'accord. Alors dans ce cas, si je fais new except, bah alors new exception.getType. Voilà. Ok. Parce que c'est pas un objet instancié, d'accord. Ok, bon, bah alors dans ce cas on va le faire en réflexion alors. Ok. If x is file not found. Est-ce que ça marche ça? Qu'est-ce qui manque? Système IO, ouais, ok. D'accord. Dans ce cas, traitement, d'accord. Et puis on va faire une cascade de if, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un peu moins propre qu'un beau switch case parce que ça couvre pas tous les cas, mais. Et puis là, moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est. Comment il l'appelle? Validation failed. Ouais, je peux pas le savoir en fait. Tant que je suis pas arrivé dedans, je peux pas le savoir. Entity. Entry point, non, c'est pas ça. Bah on va chercher, hein, on va les demander à Google. On va les demander à Google. Le Entity Validation Errors, là, à mon avis, celui-là, il doit être. Alors, c'est une propriété qui vient de quel type? Ça, on peut le trouver assez facilement. C'est une DB Validation Exception. DB Validation Exception. Ça m'a l'air d'être ça. Catch DB Validation Exception. Ok. A priori, ce serait ça. Donc, on revient ici. If x is de type ça. Voilà. Bah, dans ce cas-là, il faut log x bien évidemment, mais le message d'erreur, il faudrait que je puisse l'altérer. On va aller faire ça après. Voilà. Alors pour le moment, on va pas manipuler. On va manipuler que celle-là parce que je sais que celle-là me pose problème et j'enrichirai après ça au besoin. Ok, Medibos, on fait toujours comme ça. C'est comme ça que je vais fonctionner. Je vais fonctionner ici par, c'est pas par défaut, mais c'est par déduction, par comment on dit quand on commence le raisonnement par la plus petite occurrence et puis après on élargit. Bon, je sais plus comment, ça porte un nom, mais je sais plus comment on dit. Ici, je sais que dans le cadre d'une erreur de validation d'entity là, et ben je vais devoir faire un traitement spécifique sur mon X là pour lui fournir le ou en tout cas sur mon log, mon système de log d'erreur pour préciser le message que je vais envoyer en log. Qu'est-ce que ça fait ça déjà? Ok, c'est peut-être lui que je vais devoir plutôt manipuler, hein. Log il est là, l'exception elle est là, if inner exception, ok c'est là qu'il va falloir. Ouais, ok, le error message est là, et c'est lui qu'on sauvegarde en base de données, super. Et c'est lui qu'on envoie par mail. Ok, alors vous savez quoi, on va se placer là les dibos. Comme ça je serai au sens générique. Je serai plutôt au plus bas niveau, les 19 références là, auxquelles j'envoie l'erreur, ce qui veut dire que même quand je catch une erreur, par exemple celles qui, au hasard, celles qui ne sont pas capturées par le Global ASAX, voilà, Global ASAX c'est un exemple parmi les 18 autres, au moins je suis sûr que ça passera dedans. Donc du coup ça dégage. On va pas le faire là. On va pas le faire là, on va annuler les modifs que j'ai sur ce fichier. Parfait, on peut pas. Bon, on va le faire depuis là. Global ASAX. Voilà, le Global ASAX, il est restauré, on n'y touche plus. Et donc on vient dans mon Error Helper, et c'est ici qu'on va commencer à faire des traitements en fonction du type d'erreur qu'on a. Et oui, après tout, c'est lui qui est censé gérer, implémenter la gestion des erreurs, donc c'est lui qui va faire le travail.
Ok, donc si on est en présence d'une DB Entity Validation Exception, dans ce cas-là, on sait que X doit... Alors du coup, on peut le... Vu qu'on sait que ça c'est bon, on peut le caster. Voilà. Oh là là, j'ai 3 gros doigts, c'est incroyable. X... Si on fait ça, on doit pouvoir faire ça. Et accéder à ses propriétés propres au nouveau type. Ce qui veut dire que là, je dois pouvoir aller dans mes entity errors. Elles sont là. Ok, ma collection est là. Voilà. Et puis là, bon, on va concaténer le message d'erreur avec toutes les messages d'erreur que comporte donc cette fameuse collection de cette propriété là, donc cette propriété magique entre guillemets de ce type d'erreur que n'aurait pas contenu mon exception de base. Ok, c'est tout bête. Hein. Si avant de lui dire que mon exception est, avant de découvrir, on va dire ça comme ça, avant de découvrir que mon type d'erreur est une erreur de base de données, si c'est pas le cas, là ici je suis dans le cas, où je prends l'exception au sens général, et ben là je n'ai pas ma propriété. J'ai pas ma propriété entity validation machin truc. Ok. Si par exemple je dis que on va faire ça comme ça. Si je dis que mon exception, c'est pour vous montrer. Hein, si je dis que mon exception, elle est pas de ce type-là, mais elle est de type file not found exception. Oui, je sais, il faut file.io, system.io plutôt. Allez, voilà. Ok. Et ben là, du coup, j'aurai pas accès à ma entity. Par contre, j'aurai accès au nom du fichier, j'aurai accès à certaines choses de manipulation du fichier sur le disque dur, parce que là, je dis que je manipule un fichier non trouvé dans mon répertoire. Ok. Je contextualise mon exception au contexte d'exécution de mon application. Ok, donc là je sais que je suis dans un type DB Validation, donc je sais que je peux me permettre d'aller scruter cette collection d'erreurs. Si elle contient quelque chose, dans ce cas-là, je vais le concaténer à mon message d'erreur. Voilà, et on va faire ça comme ça. Voilà, erreur message. On va le faire brut pour le moment et on verra si on doit faire de la mise en page. Error, point. Et alors du coup, error point machin. Ah, il y a encore une collection en dessous, validation errors. D'accord. Validation error, ça c'est une collection. Ah, faut encore en dessous d'un niveau aller là. Oh là là, c'est compliqué votre truc là. Hein. Ok, bah allez, qu'à cela ne tienne. Donc ça c'est des entity validation error. Voilà. Et encore ça peut contenir plusieurs validation error. Bon. Je pense pas que ça arrivera souvent, mais bon. In ça, point, ça. Ok. Et donc on y retourne. Error message plus égal à validation error point error message. Ok. Et là on aura déjà un peu plus d'infos. Est-ce que je fais un saut de ligne? Ouais. Plus environment.newline. Ouais. Peut être pas mal un truc comme ça. Ce sera un peu plus propre. Pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Ok, donc là mon message d'erreur il est géré, je suis dans le cas d'une comme ça. Je vais rajouter le else ici pour pouvoir quand même continuer à gérer mon ancien système d'erreur classique. Hein. Je veux pas que ça interfère trop là-dessus. Boum. Ok, alors ça va être compliqué de reprovoquer l'erreur, hein, parce que c'est une erreur furtive qui survient que 2 ou 3 fois dans la journée. J'ai une idée, mais on va aller checker ça. Donc là, je vérifie quand même rapidement à l'oral. Si on est de type machin, alors on parcourt, on écrit. Ok. Sinon, donc c'est les autres types d'erreurs. On va prendre le inner exception, là, le message d'erreur imbriqué. Au sens générique hein, du terme, hein, cette fois on prend une exception tout court, on prend pas une DB exception. Ok. Je vérifie juste si après je me vautre pas sur autre chose. Claims identity, ça c'est pour aller checker si c'est un invité ou si on a son nom. On prend simplement le message d'erreur et on balance la stack trace. Ok, c'est là où je pourrais être emmerdé parce que là la stack trace, elle contient le nom du fichier ou l'ex. Oui, non, c'est bon, ça me convient. Ça me convient. Ouais, on peut faire ça comme ça.
La stack trace complète, donc elle contient toutes les erreurs, tous les appels, peu importe le type d'erreur. Ouais, ça me va. Du moment que le message d'erreur clair que je vois en noir sur blanc, il est bien spécialisé si c'est un DB Entity. Là, je pense qu'on est pas mal, Medibos. Ok, on va compiler ça. On va compiler ça, puis on va se poser 3 secondes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait poser problème. Déjà, c'est sur l'appel d'un API. On a vu que c'était ici que l'erreur survenait. Donc c'est à l'appel d'une API. Ok, ça c'est pas mal parce que déjà les appels d'API, il n'y en a pas 36 000. Donc ce qu'on va pouvoir aller faire maintenant, c'est aller voir dans ma base de données quelle API a été appelée au moment où l'erreur est survenue. Hein, ça me paraît pas mal ça. Comme ça on aura une piste sur déjà quelle API parmi toutes celles qui sont disponibles peut poser problème. Ensuite, on ira voir si... si quelque chose nous saute aux yeux, si est-ce qu'elle met un nul où il faut pas, etc. Pour essayer de la reproduire et mettre le doigt dessus côté SQL. Moi je mets un billet sur un call data qui doit être différent de nul en base et moi je mets nul. Il y a quelque chose avec ça. Ou le login peut-être que moi je renseigne pas dans certains cas alors qu'il faut. On va voir. En tous les cas, ça c'est validé. Ouais, logger. On va pas mettre de point d'arrêt parce qu'il y a tellement de références que à la moindre exception, même gérée, ça risque de pop. Donc on va se faire enquiquiner assez rapidement. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce que je viens de dire. Donc, on a vu. Hop, reprise de la logique. On a vu que à ce moment-là, j'ai eu un appel à API Call qui a posé problème. Ok. Il était quelle heure? Il était le 8 juin 2022 à 14h48. Ok. Et ben ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller checker. On va faire déjà top 1 ici, on va se contenter de celle-là. Voilà, bon. J'espère qu'il n'y en aura pas entre temps. Voilà, il y en a une entre temps, bravo. Il y a quelques minutes là, à l'instant. Ok, il y en a une là tout de suite qui vient d'avoir occurrence. Tiens, ça c'est intéressant. Et ça a l'air d'être sur du rehost. En tout cas, le type a demandé rehost. Et ça a fait une erreur. Donc à mon avis, c'est sur cette API là. Hein. On va aller voir. C'est pas un souci. On va aller voir tout de suite. En tout cas, on sait qu'on peut la reproduire. On a l'URL qui a l'air de générer une erreur. On va aller voir. C'est pas grave. On va faire ça maintenant. Select. It while from API call. Where? Date. Est-ce que je l'ai sauvegardé ça? Non, j'ai pas de propriété. Bon, on va chercher. C'est pas grave. Hop. Je sais qu'on est en prod, hein, c'est tout à fait normal. Enfin, c'est tout à fait normal. Pour aller faire de la recherche, c'est normal pour... voilà, timestamp, parfait. Supérieur à... Ça marche ça? Ouais, ça marche. 2022 06 10. Pas F4, s'il vous plaît, plutôt F5. Ouais. Ça c'est une requête un peu coûteuse, je devrais pas m'amuser à la faire, c'est pas bien, mais bon, ça va, je sais que mon système est censé être robuste. 09. Tiens, c'est bizarre, il ne trouve pas de... Pas comment on fait, c'est bien ça. C'est mon format de date qui lui plaît pas. 09 06 2022. Ah bah oui. Ah c'est ça. Bon, d'accord. Bon. Bizarre, normalement il n'y a pas besoin de préciser, mais j'ai dû mettre une locale. J'ai dû mettre une locale française et du coup il m'exécute toutes les... ouais, la requête est très coûteuse. Faire une recherche sur supérieur ou inférieur à, c'est ce qu'il y a de plus coûteux. Enfin bref, et bien sûr j'ai oublié le principal, c'est-à-dire le order by timestamp desk. Ok. Oh, il a toujours pas terminé, c'est tragique. Ah bah j'ai mis 0,5 aussi. Génie le mec, hein. Ouais, c'est mieux, hein. Ok, donc j'ai order by desk, ce qui fait qu'on doit pouvoir la retrouver. Hein. 12h22 ici, 12h20, oh là 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 là, 12h22. On a un 12h22 01. Bah, ça fait beaucoup d'API ça, hein, dis donc. Est-ce que ça pourrait être ça? En tout cas, c'est du rehost hein, qui m'a été demandé. Ouais. Call data. Est-ce que ça ressemble à ça, à votre avis? L'URL là. Ext tw machin vidéo. En tout cas, c'est bien un tweet img qui est demandé. Slash ext, c'est celle-là. 153 48 28. 153 48 28. Ok, on l'a.
On la tient, Medivos, c'est celle-là ma ligne. Ça, c'est l'API, c'est l'appel API qui a provoqué l'erreur dans le système. Ça a mis 10 secondes avant de loguer l'erreur, ouais, c'est étonnant. Peut-être un timeout. Ok, donc on est bien avancé, on a le call data, on a le call result. Ok, donc le call result. Ok, donc ça a fonctionné puisque j'ai bien un result qui est formé. Ok, le call data c'est l'URL. Ouais, et le call result il est là. D'accord. Ce qui veut dire que s'il y a un call result formé avec des liens, etc., c'est que l'API a fonctionné. Donc l'utilisateur a bien eu ce qu'il voulait, et c'est l'enregistrement de l'appel dans la base de données qui a posé problème. Ouais. Ouais, je suis un peu dubitatif, mais ça a l'air d'être ça. Il l'a fait plusieurs... Non, il l'a fait qu'une seule fois. Je vais pas l'essayer d'appeler cette URL pour provoquer l'erreur, parce que je sais qu'elle fonctionne. Alors ça pourrait être... Bah, si de toute façon j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Hein. Il faut le faire. Hein. Ok. Et bah allez, qu'à cela ne tienne. Cette fois-ci on va basculer en dev, hein, bien sûr, je vais pas rehoster 58 fois la même... Ok, ça, à un moment donné, ça a généré une erreur SQL. Mais pourtant, l'upload a fonctionné, a priori. Et bah allons voir. Allons voir les Dibos. Écran gauche. Je sais pas si vous avez la logique que je... Si vous voyez où je veux en venir. Je sais que cet appel là en production a l'air d'avoir provoqué une erreur. Ça veut pas dire qu'il le fait systématiquement. L'erreur est peut-être survenue parce qu'à ce moment là ma base de données n'était pas disponible. On va voir, hein. On va le voir en live. Je vais mettre un point d'arrêt. Tant pis, c'est pas ouf, mais rehost. Et on était sur index URL égale ça. Est-ce que j'ai pris le... Ouais, je l'avais pris en entier. Ok, c'est pas grave. Je vais me stocker ça quelque part parce que quelque chose me dit qu'il va y en avoir pour plusieurs fois. Ok, donc là, ce que vous voyez pas, c'est que le point d'arrêt, un autre point d'arrêt s'est déclenché pour déclencher l'upload justement. Donc ça, on est content, ça a l'air de marcher. Et l'écran de gauche a réagi. Donc le rehost a fonctionné et on n'est pas passé dans la gestion d'erreur. Donc cette fois-ci, cette API n'a pas provoqué d'erreur. Bien. Donc là, les Dibos, je suis un peu circonspect parce que ça voudrait dire que ah, est-ce que ce serait pas Est-ce que c'est pas ah mais oui, parce que j'ai remarqué un truc, je sais pas si vous avez vu comme moi les Dibos, mais j'ai remarqué un truc, c'est qu'à chaque fois que j'avais un problème, l'adresse IP client, elle est composite. Elle contient l'adresse IP v4 et l'adresse IP v6. Est-ce que ce serait pas simplement que cette valeur là est trop longue pour rentrer dans le champ IP adresse de ma table API? User IP fait 50 caractères et moi la valeur que j'essaie de lui faire rentrer dedans mesure c'est chaud, je sais plus la syntaxe. Et forcément, c'est une chaîne. Boum, voilà. Combien ça mesure ça? Ah oui, c'est len, peut-être. Voilà. Oh. Tu m'ennuies. Ah oui, bah oui, je suis constitué SQL. Hop. 53. On y est, les Dibos, c'est ça. Ok, j'ai compris. Donc là, ce qui pose problème, alors du coup, oui, toute ma belle parole faut loguer. Là, du coup, je suis passé par un autre. En tout cas, oui. Bon, je reprends mon petit cheminement. On a, grâce à notre déduction, là, on a vu que dans la stack, il y avait quelque chose de suspect avec ce code ici. Il y a quelque chose qui est suspect avec le log d'API. On a donc été voir en base de données, on a vu que c'est les appels qui sont passés ici, là, que cet appel-là notamment a posé problème et qu'il a logué des choses bizarres en base de données. Et en regardant un petit peu
les propriétés là que je vais écrire dans ma table d'API call là, l'erreur message se traduit par ici un ajout dans cette table là via ce service. Et ben on se rend compte que bizarrement l'adresse IP est quand même foutrement longue pour une adresse IP. Alors ça c'est logique, c'est pas pardon, c'est pas censé poser problème. Je suis désolé, le café hein, du coup. C'est pas censé poser problème parce que c'est tout simplement que l'utilisateur a probablement une machine qui a deux contrôleurs réseau connectés à internet. À ce moment-là, il est identifié sur deux réseaux, hein, peut-être par un VPN, peut-être par deux cartes réseau, un Wi-Fi, un Ethernet, peu importe. C'est pas un souci. Le truc, c'est que moi, de mon côté, quand j'ai créé ma base de données, j'ai structuré ma base de données pour Rehost, et ben j'ai simplement limité le champ dans lequel je stocke les adresses IP des utilisateurs à 50 caractères, me disant, mec, t'es large. Sauf que la longueur de cette chaîne de caractères là est 53, c'est ce que je vous ai montré avec cette petite requête. Donc forcément, quand j'essaye de mettre une chaîne de caractères qui fait 53 caractères dans une case qui peut en contenir 50, voilà, c'est ça qui se passe. Alors, je l'aurais vu si j'avais envoyé la modif qu'on a faite ensemble à l'instant, c'est-à-dire la modification de mon log d'erreur là, où je me mets en DB validation machin truc et j'altère mon machin, mon bidule. Si ça je l'avais envoyé en prod et que j'avais attendu 2-3 jours, on aurait vu effectivement les messages d'erreur probablement me dire que le type, que la colonne n'est pas assez grande pour la chaîne de caractères sera tronquée, je sais pas quoi le message exactement. Et la raison pour laquelle ça se log malgré tout dans la base de données, que ça accepte quand même d'écrire en base de données malgré qu'il y ait une erreur, c'est un coup de peau en fait. C'est parce que cette exception là, ce message d'erreur SQL là, qui vous dit attention, la base de données, l'entrée sera tronquée, c'est ce qu'on, à mon avis c'est ce qu'on a ici. Hein. En fait c'est un warning, c'est pas une erreur. Donc c'est un coup de chance hein, parce que y en a peu hein, comme ça. Mais donc à mon avis ce qui se passe c'est que la chaîne de caractères elle est effectivement tronquée aux 50 premiers caractères, elle est stockée dans la base de données telle quelle. Et puis du coup, la console me met un warning comme quoi, fais gaffe, l'entrée a été tronquée parce que tu essaies de mettre 53 caractères dans une case qui en contient que 50. Sauf qu'au lieu de me rejeter ma requête SQL et de ne pas loguer l'erreur, enfin de ne pas sauvegarder l'entrée, la ligne dans la table de la base de données, il le fait mais en coupant, bêtement. Tant mieux, du coup ça nous arrange, c'est ce qui explique pourquoi on voit quand même l'entrée arriver en base et que l'utilisateur voit bien son image s'afficher alors qu'il y a eu une erreur en fait. C'est parce que là c'est pas une erreur, c'est un warning, c'est un avertissement. Et du coup c'est tronqué. Je pense que c'est ça, je vous ferai un update là-dessus dans les 2-3 prochains jours, la semaine prochaine, quand j'en aurai récolté des erreurs comme ça dans la base au fil des jours. Je vous montrerai le message d'erreur et je suis quasiment sûr que c'est ça, c'est une chaîne qui sera tronquée. On va voir. Dans tous les cas, ce que je propose là pour réparer ça, c'est vraiment très simple. Hein. Il y a deux attaques possibles, hein, vous vous en doutez. Soit on va dans l'algo qui gère l'upload et qui gère le get de l'adresse IP de l'utilisateur, ok, et on tronque à 50, ok, quitte à perdre un peu d'informations parce que je sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai l'IPv6 ici, et puis après j'ai l'IPv4. Moi ce qui m'intéresse bien entendu c'est l'IPv4 de l'utilisateur, ok. IPv6 oui d'accord, mais c'est pas ça qui m'intéresse moi dans ce cadre-là. J'aimerais bien ignorer ça. Et stocker ça uniquement. Soit sinon je la fais à la manière forte, c'est-à-dire ma case en base de données qui comporte 50 caractères, ici, user IP, je la passe à 100, comme ça je suis tranquille, je prends bien tout ce qu'il y a à prendre dedans, et puis le jour où j'ai les autorités qui me contactent, je pourrais lui dire oui regardez j'ai été sollicité par tel utilisateur dont l'adresse IP est le temps. Au moins je leur fournirai une adresse IP complète, de 53 caractères, hein, et non pas une tronquée à 50, c'est-à-dire qui ôterait, si j'ôte les 3 derniers, vous voyez, il manquerait toute cette partie-là de l'adresse IP quand même. Et là, ça commence à faire quand même beaucoup de possibilités. Ok. Donc je pense qu'on va faire plutôt ça comme ça. On va augmenter la taille dans la base de données de cette colonne-là. Alors c'est un peu dommage parce qu'une adresse IP à 100 caractères, c'est pas une adresse IP. Mais au moins, dans ce cas-là, ça passera. Je m'affranchis de ce fameux message d'erreur. Et
Et je suis content. Et donc ça, je ne peux pas le provoquer en dev, ce souci-là, parce qu'en développement, mes adresses IP sont localhost, quoi. J'ai pas d'adresse IP V6 sur mon environnement de développement. Donc je ne peux pas reproduire cette erreur en dev. Je suis obligé d'aller supposer que le problème vient de là, l'envoyer en prod, revenir dans 2-3 jours, voir si ça a résolu le problème. Ok, Dibos? Donc c'est ce qu'on va faire. On va se mettre, déjà pour éviter de tout péter, on va aller le faire sur la dev, hein. Vous le voyez, vous l'avez à l'écran en théorie, puisque je suis un professionnel des scènes OBS. Voilà, user IP, on va la modifier. User IP, on va la passer en varchar. Alors là, je peux le faire sans crainte. Déjà, vous avez vu, il y a un truc intéressant, il n'est pas annulable. Ok, le champ n'est pas annulable. L'API name n'est pas annulable non plus. Bon, ok. A priori, il y a toujours une valeur à cet endroit-là. J'aurais peut-être pu m'en assurer avant, bon, c'est pas bien grave. Là, alors dans ce cas-là, je sais que je peux le faire sans trop craindre d'effet de bord, parce que là, je vais agrandir une case dans la base de données, ok? Ça veut dire que les données qui sont déjà en place, je sais qu'elles font forcément au moins, enfin, au plus, 50 caractères de long, d'accord? Donc le fait de passer de 50 à 100, ça n'altérera pas les données qui sont déjà en place. Si par contre je passais de 50 à 25, là j'aurai un problème parce que ça veut dire que toutes les données qui sont actuellement en place dans la base de données, il faut que je décide de leur sort. Est-ce que je décide de les tronquer sur 2 colonnes? Est-ce que je décide d'enlever bêtement les 25 caractères suivants? Ok, vous me suivez? Donc là, d'un sens à l'autre, il faut faire attention. Là, dans ce sens-là, vu que j'agrandis ma tolérance à la donnée, il n'y a pas de souci, je peux le faire en live. Tac, voilà. Boum. Ok, je sauvegarde et vous verrez qu'il va même pas me dire que y a un risque, quoi. Là, je viens de sauvegarder la donnée, la modification. Je l'ai fait sur ma base de données de dev, Ladybos, pas d'inquiétude. Mais j'aurais pu le faire en prod, j'aurais pas eu de soucis. Et là, ça y est, hein, la table, la colonne est déjà élargie, hein. Si je rafraîchis là, cet écran-là, voilà, sur dev, hein, voilà, l'user IP est plus large et du coup, le problème ne se produira pas, puisque 100 est strictement supérieur à 53. Ok, Medibos, on va le faire quand même à la régulière. Maintenant que j'ai modifié la structure de mon environnement de dev, je vais aspirer cette modification là et l'envoyer en prod, hein. Je pourrais le faire avec clic droit modifier, mais bon, on va faire ça proprement quand même parce qu'on est des gens méticuleux. Donc pour faire ça, vous savez, hein, je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. J'ouvre mon schéma de structure, je vais bien comparer ma base de données de dev que je viens de modifier avec mon projet dans la solution, là, mon projet SQL qui lui contient encore la longueur 50. Ok, c'est parti. En théorie, ça devrait être la seule modification que je devrais avoir à l'écran. Et c'est le cas, la table elle est là. User IP dans l'ancienne variante, la rouge ici, elle était à 100. Et nous, parce que la flèche est dans ce sens-là, hein, ma base de données de dev, hop, elle contient 100 en taille pour cette colonne-là. Mon projet SQL dans ma solution Visual Studio, j'ai bougé la caméra ou quoi? C'est bizarre que... Ouais. Bon, c'est moi qui suis vautré comme un animal. Ouais, tant pis. Et donc du coup, mon code dans ma solution Visual Studio ici, lui, il a l'info 50. Alors c'est parti, on met à jour, on écrase. Ce qui fait que mon code de la base de la structure de données va contenir la version mise à jour. Ok, mise à jour terminée. Alors, pour être sûr, je peux faire comparer à nouveau, mais il ne devrait pas y avoir besoin. Ok, on est bon. Donc là c'est fait. Maintenant ce qu'il faudrait faire du coup c'est aller livrer cette modification là en prod. Ok, c'est ce qu'on va faire après, mais d'abord je voudrais quand même passer en revue les petites modifs de code qu'on a faites, être sûr que tout a l'air de fonctionner. Pour moi c'est le cas, hein, c'est juste un if, hein, donc il ne devrait pas y avoir d'effet de bord. On pourrait provoquer une erreur quand même pour être sûr que le log d'erreur de masse fonctionne. Donc là c'est tout simple, hein. On va aller chercher une page qui n'existe pas par exemple, hein. On va le tromper, le duper. On va lui faire croire que on veut aller accéder à la page caca, voilà, très original. Et du coup, on arrive bien sur on a cherché quelque part le caca controller qui n'existe pas, donc on a une erreur 404. On passe dans le global ASAX. Ok, on commence à prendre l'habitude. Et on arrive dans mon fameux log d'erreur. On a bien une exception. L'exception qui me dit que le contrôleur caca n'existe pas. Ah, super. Alors ça, c'est pas, je sais que
je sais par expérience que ce n'est pas une exception de type DB entity machin truc, voilà. Donc on passe pas dans le if, on passe dans le elf, on cherchera l'inner exception, voilà, on va loguer l'erreur, l'utilisateur aura un message d'erreur à l'écran, moi entre temps j'ai reçu un mail avec le log à l'intérieur, qui n'aura pas été altéré puisqu'on n'est pas passé dans le if. Ok Medibos. Après ce qui serait rigolo c'est d'aller catcher le type d'erreur que c'est le... On pourrait le faire ça tiens d'ailleurs. Allez, on refait caca. Boum, on arrive là. On arrive ici, exception, tiens. Voyons voir. Exception, elle est... Waouh. C'est un objet, c'est X qu'il faut que je check. Ok. X, voilà. Elle est de type... Elle est de type... Elle est de type système web HTTP exception. Bon, on est content. Système web HTTP exception. Et ben allez, c'est parti, qu'à cela ne tienne. Système.web.http, pas GIP, non c'est nul. HTTP. Oh. HTTP exception, hein, c'est beaucoup mieux comme ça, voilà. Dans ce cas-là, je passerai dans le if et je pourrais faire un traitement, voilà. Je pourrais dire, je pourrais aller rajouter, manipuler mon message d'erreur pour le faire uniquement dans ce cas-là. Ok. Alors, dans ce cas-là, là j'en ai fait un seul, hein. J'ai géré pour le moment un seul cas d'erreur. Enlevons ça, c'était juste pour l'exemple. J'ai géré un cas d'erreur, un cas de type d'erreur spécifique, c'est-à-dire le DB Entity Validation Exception. Dans ce cas, mon if me satisfait. Vous l'aurez compris, je vais essayer de le faire off caméra. Je suis pas un pro de la réflexion. C'est même mieux que ça. C'est quelque chose que j'aime pas trop, faire de faire de la réflexion pour aller déterminer automatiquement des types, des machins. J'aime pas trop ça parce que déjà ça consomme énormément de ressources au niveau du serveur. Et en plus de ça, ça veut dire qu'on laisse quand même le champ libre au serveur de faire des choses. Il a le droit, hein, c'est pas ça le souci. C'est juste que moi je préfère quand même que ce soit moi qui lui dise. Je préfère maîtriser ce que je demande de faire à mon serveur. Parce que là je suis dans le cadre d'une application web. Ok, donc j'ai pas envie, par exemple, typiquement, si je me débrouille un peu comme un manche et que je me débrouille pour lui faire deviner un chiffrage ou quelque chose un petit peu cossu comme ça, je vais peut-être finir par planter complètement mon application parce que par réflexion, il va essayer d'aller détecter, manipuler, vérifier des choses et me prendre toute la RAM ou tout le CPU du serveur. Ça c'est quelque chose qui serait tragique et c'est pour ça que je préfère pas le faire. Je préfère lui imposer moi-même là où je veux en venir, quitte à laisser des trous ouverts et puis bah ça passe à travers, tant pis je le comblerai la prochaine fois. Ok. Bref, je vais quand même le faire off caméra parce que je sais pas le faire, il faut que je me regarde un petit peu, il faut que je me renseigne un peu comment ça marche. Mais là typiquement il faut rapidement que je transforme ce if else en switch case parce que je sens que je vais vouloir moi personnaliser des messages d'erreur en fonction d'autres types d'exception. Ok, typiquement là, si je devais avoir l'envie de manipuler le système web HTTP exception qu'on vient juste de voir, dans le cas où l'utilisateur demande une URL qui n'existe pas et que je vais y mettre un beau message d'erreur spécifique pour ce cas-là, bah dans ce cas-là, je serais bien emmerdé parce qu'il faudrait que je refasse un autre if en cascade. If, else, c'est moche. Donc à partir du moment où je veux gérer au moins deux types d'erreurs différents, il faut que je fasse un switch case et dans le default, vous l'aurez compris, ça sera ce traitement-là. Ok Medibos, je vous embête pas plus avec ça pour le moment. On va livrer, je sais que ça marche. Je vais livrer ce morceau de code là en production. Il n'aura pas d'impact tout de suite, puisque je vous l'ai dit, ces erreurs là elles arrivent maximum, j'en ai une dizaine par semaine et pas tous les jours, donc je saurai comment la provoquer. Seulement moi ici j'ai pas d'IPv6, j'ai désactivé ce truc là, donc je sais que moi d'ici je ne pourrai pas la provoquer. Il faut que je trouve un moyen, peut-être avec un point d'accès ou mon réseau cellulaire ou autre, bref il faut que je trouve un moyen de générer cette erreur là. Donc j'ai pas d'autre solution sous la main là que d'attendre qu'un utilisateur qui lui ait bien son IPv6 activé me génère la même erreur. Café. Ouais, je parle un peu du nez, je suis désolé les Dibos. C'est pas de l'irrespect pour vous, c'est de l'irrespect pour ma santé. Ok. On va considérer donc que cette page là est tournée, c'est ok. On va virer tous les points d'arrêt. Non, 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 calme-toi. CTRL F9. Voilà. On vire tous les points d'arrêt. Oh là là. C'est bon, vous y voyez plus clair? Et oui, la molette. Les souris Logitech, les gars. Les Logitech, c'est la vie.
avec leurs petites. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien, c'est juste que j'adore leurs produits. Notamment, vous verrez rien parce que c'est une caméra Logitech, mais leur molette, leur molette débrayable là. Leur molette débrayable, c'est le futur, ça devrait être un standard, ça devrait être imposé. Et donc du coup, la contrepartie, c'est que quand la molette est débrayée et qu'on appuie sur la touche molette, bah ça zoome. La touche de contrôle du clavier, bah ça zoome hein, du coup. Voilà, c'est drôle. Lol. Bref, donc on y est. Vous connaissez la routine. On va livrer ça et on va livrer ça. Ah oui, il y a ok, il y a le morceau d'SQL qui est dedans. C'est pas grave. Lui, il est pas, il est compilé, mais il est pas. On n'en fait rien une fois qu'il est compilé. Par contre, le error helper, je veux qu'il parte. Pour le moment, je sais, je suis conscient, j'ai pas encore envoyé ma modification de structure de base de données en prod. C'est normal, c'est voulu. Ok, Dibos. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Non, c'est bon, vu que j'ai élargi le champ, toutes les entrées devraient coïncider. Ok, donc on y est. On va dire traitement spécifique des DB anti-validation exceptions. On s'en fout, c'est pas un récit qu'on fait. Exceptions, bon, peu importe. Ok, on va le claquer au point d'arrêt que j'ai écrit ce matin. Au point d'arrêt. Voilà, c'était le numéro 6. Les soucis furtifs de machin truc. Ouais, le mec il invente des mots, c'est chouette. Hein. Furtif. Carrément. Carrément, on a des exceptions furtives, les gars. C'est beau, hein. Voilà, on l'associe au work item ID numéro 6, souci de validation d'entité. On archive. Voilà, Azure au boulot, à toi. Tu me fais mon petit livrable. Et nous, pendant ce temps, on va aller envoyer la base de données qui, elle, est à son traitement manuel toujours. Hein. Vous vous rappelez, chez moi, ça fonctionne comme ça. Quand j'envoie du code source compilé, validé, enfin, compilé non, mais quand j'envoie mon code source modifié, j'archive sur Azure DevOps, ça part en intégration continue, ça compile, ça livre. Enfin, si ça compile, ça livre. Ok. La base de données, non. La base de données, je garde la main dessus parce qu'elle est chez moi déjà d'une part. Et puis parce que j'ai pas encore assez confiance en moi en tant que administrateur de base de données SQL. J'ai pas assez confiance en moi pour être capable de donner la main à quelqu'un d'autre et ramasser ces merdes au cas où il y en ait. Est-ce que vous m'avez suivi, les typos? C'est presque philosophique ce que je vous dis. Enfin bref, on va aller publier ça tout de suite. Du coup, publier. On est sur SRV Web. Eh oui, on a changé de serveur web, on est des fous. On est sur SA, ouf, vous voyez pas le mot de passe. Un coup de peau, hein, j'avais pas fait exprès. Voilà, ici le script, le compare de base de données est en train de se faire. Et ça m'aboutit à un petit script qui va tout simplement alter table API call, modifier la colonne user IP et mettre 100 en taille à l'intérieur. C'est la seule modif qu'il fait. Donc là on est bon, moi je suis serein, je fais play, voilà. Ah. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux comme ça. Excusez-moi, j'avais sélectionné le terme 100, du coup, quand j'ai cliqué sur play, il a essayé de lancer 100. En fait, quand on travaille avec du SQL Server, on a cette possibilité là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je voulais pas... Tout à l'heure quand j'étais ici et que j'ai sélectionné ce petit morceau de texte et que j'ai fait F5, il m'a exécuté uniquement cette requête, il n'a pas exécuté tout le code. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait comme ça pour ne pas exécuter la troisième. Voilà, petite parenthèse. C'est ce que j'ai fait ici. Bref, donc là la mise à jour est terminée avec succès, ça a réussi. Ce qui fait que si je vais vérifier tout de suite sur ma prod, j'aime bien revérifier les choses. Le user IP de prod de la table API call n'est pas passé à 100. Et c'est parce que je devais être en cache. Si je rafraîchis, ce qui fait un peu chaud. Voilà, c'est ça, c'était en cache. Donc du coup, user IP de prod est bien passé à taille 100 au lieu de taille 50. Donc à partir de maintenant, les D-Boss, quand une erreur de ce type-là surviendra et que c'est à cause de la taille de l'adresse IP de l'utilisateur, c'est quand même con de planter un log, de générer une erreur sur le log d'une erreur. Vous êtes d'accord? Parce que là en fait c'est ça qui s'est passé. C'est vrai que là je vais un peu vite et je vous l'ai pas dit, mais je l'ai pas précisé. Mais là ce qui se passe c'est que l'erreur que j'essaie de traiter et de résoudre aujourd'hui, elle survient lorsque j'essaie d'enregistrer une erreur dans mon log d'erreur. Ok?
c'est pas l'application qui pose problème, puisque du coup on l'a vu, l'utilisateur lui il a bien son Rehost qui a fonctionné, il a bien son image uploadée sur le serveur de Rehost, mais c'est au moment de stocker son adresse IP pour loguer son appel à l'API, ça génère une erreur parce que l'adresse IP est trop longue. Et en voulant stocker cette erreur dans la base de données, je stocke son adresse IP pour savoir qui a provoqué l'erreur, et là aussi son adresse IP est trop longue, donc du coup ça... Voilà. Et par contre, je suis en train de me poser une question, les gars. Je pense que c'est pas le seul endroit dans la base de données où je stocke l'adresse IP de l'utilisateur. Donc je pense qu'il va falloir aller faire peut-être une passe un peu plus approfondie. Typiquement dans la table error, est-ce que j'aurais pas un client IP? Ah, j'avais prévu large, je l'ai mis à 200. Oh le mec. Ouais, c'est un coup de peau aussi. Hein. Mais oui, effectivement, dans la table error, j'avais déjà prévu le coup et j'avais mis l'adresse IP large. Donc on est à 200. Ça c'est bon. Le user agent, je l'ai mis au max, je suis un grand malade, ça sert à rien, mais c'est comme ça. Ensuite, au niveau du user en lui-même, je stocke l'adresse IP de sa dernière connexion. Il va y avoir un last known IP quelque part, voilà. 50, ça va poser problème. Ça va poser problème, il faut l'agrandir. Ok. Et les connexions aussi, je stocke l'IP. 50, ça va poser problème. Le user mail verif, je crois pas que je stocke l'IP parce que c'est lié à la connexion. Le verif là, c'est pareil, c'est lié à la connexion, c'est un type en plus. C'est une table de référence. Ouais. Et dans le user en lui-même, c'est bon. Picture view, est-ce que je stocke l'IP? ID picture view. Date view, non, c'est juste l'URL qui a fait appel. Picture, est-ce qu'on a l'IP? IP uploader, pareil, ça va poser problème. Et le mail, les mails c'est les adresses email et c'est à 100, donc là on est large. L'erreur, on a dit que l'IP elle était gérée, on a mis 200. API call on l'a claqué à 100, on est large. Au niveau de l'album on stocke pas, ça devrait être bon. Hein. Voilà. Par contre j'ai identifié au moins 3 endroits où je stocke une adresse IP d'un utilisateur et où la table et la colonne est capée à 50, clairement. Donc là on va voir le problème. Donc c'est parti, on fait la même chose. Alors cela, là c'est de l'anticipation. Hein. Ici j'ai jamais eu de soucis parce que encore une fois, ce que j'obtiens c'est à ce moment-là c'est un warning uniquement. Hein, là le ploder, si le gars il essaie, bah, c'est ce qui s'est passé. Hein. Le mec on pourrait aller checker d'ailleurs dans la base de données. Vu qu'on sait que le plod a fonctionné, on sait que la picture est stockée en base de données. Donc on sait qu'à un moment donné son IP a été stocké en base de données et probablement capé à 50 caractères. Ça n'a pas soulevé d'erreur à ce moment-là, probablement parce que je dois la catcher dans un try-catch et je dois pas gérer cette erreur-là. Donc c'est passé dans les filets, hein, encore une fois. If else, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si je commence à faire des switches sur les types d'erreurs que je gère, ceux que je gère pas, ils passent dans un cas par défaut et du coup ils sont noyés dans la masse. C'est probablement ça qui se passe ici. En tous les cas, moi je vais anticiper le cas parce que je veux quand même je veux stocker la donnée, hein, quand même, on sait jamais, je m'expose à des choses là. Donc on va le modifier, hein, je suis toujours sur ma base de dev, et on va y aller, on va modifier ces 3 colonnes là, les IP uploader de la table picture, le last known IP de la table user, et le IP tout court de la table user connection. Ok Medibos. Alors ce que je vous propose pour qu'on change un peu la façon de faire, comme ça vous verrez une autre façon de le faire, on va pas le faire cette fois-ci d'abord dans la base de données de dev pour ensuite l'aspirer et l'envoyer en prod. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire directement dans le code source de l'application cette fois, dans le projet SQL, et de là on va aller publier sur dev et puis après sur prod. Ok, on fait un petit peu le chemin inverse quoi. Au lieu de faire serveur A projet serveur B, on va faire projet serveur A serveur B. C'est une autre façon de faire. C'est plus propre, mais moi dans mes habitudes, je préfère modifier tout ce qui est structurel de base de données dans SQL, dans la base de données, aspirer ensuite dans mon code et exporter vers l'autre serveur, le vrai serveur de prod. Mais le débat est ouvert et du coup on va voir si on peut le faire dans l'autre sens. On aura peut-être un petit problème en cours de route, on va voir ça ensemble après. Mais en tout cas c'est parti. Et dans ce cas là, pour le faire, on va aller carrément dans le projet SQL, hein, il est là. On va fermer le web, je n'en ai plus besoin pour le moment. On va dedans, parcourir les tables. Et on a dit qu'on avait 3 endroits à aller vérifier, enfin à aller altérer. On a la picture, on a le user et on a le user connection, si je dis pas de bêtises. C'est ça.
Et donc dans Visual Studio on tombe sur un éditeur qui ressemble très fortement à ce que vous aviez sur l'autre écran, que je remets ici. Hein. Je vous remets l'autre écran, ouais c'est bon, je vous remets l'autre écran et j'ouvre l'altération d'une table, voilà. Bon, le thème de couleur n'est pas le même, mais vous reconnaissez, hein, on a la colonne, on a son type et on a ses accepte les valeurs nulles ou pas. Ici on a des propriétés qui nous permettent de mettre des valeurs par défaut, des contraintes, etc. Et bah sur Visual Studio c'est étonnamment pareil, hein. On a le nom de la colonne, le type de données, est-ce que ça accepte les valeurs nulles, les valeurs par défaut, on a le code SQL qui va être la requête SQL qui correspond à ce qu'on est en train d'altérer, et puis quelques propriétés à gauche et à droite de l'écran, puis je crois que si je fais F4, j'ai droit à d'autres propriétés, non? Je sais plus comment c'est fait. Non, ça marche pas dans Visual, bon, c'est pas grave. C'est un peu moins complet, ah si c'est là, voilà. Ça a apparu, hop, ici on a l'écran propriété qui est là, avec des données un peu supplémentaires, le type nullable notamment on peut le modifier là, on peut lui dire, c'est pas la casse, c'est le, oh j'ai oublié le terme, qui dit que si on est en latin ou en elfique, ça s'appelle la classe de la base de données peut-être, je me rappelle plus. Bref. Rien qui nous intéresse fortement ici, nous ce qui nous intéresse c'est d'aller sur chacune de nos tables et altérer le type, altérer la taille du champ IP pour le passer de 50 à au moins 100. Voilà. Voilà, 1000 ça fait beaucoup, 100 ça me paraît pas mal déjà. Ok, on a fait ça pour la picture, on sauvegarde, boum, ok. On le fait pour user, last known IP. Boum, 100, entrée, CTRL S, et la connection. Ok, CTRL S. Ok Divos, je récapépète, on vient de modifier ces trois tables dans le code source de l'application. Ok, en base de données, personne n'a été modifié. Ok, là on a fait juste le shadow, quoi, je sais pas comment on dit, l'image, la version code source de ma base de données. Parce que moi j'ai décidé de bosser comme ça. C'est pas forcément comme ça, mais là je bosse en DB First, donc du coup j'ai un projet de base de données dans ma solution. Ok. D'ailleurs c'est ce qu'on voit ici, hein, on voit bien que là les seules modifications que j'ai actuellement c'est trois tables de ma base de données. Ok. Ok, et donc pour vous montrer que je vous raconte pas des cracks, si je vais dans mon SQL là à côté là, vous verrez que j'ai aucune de mes tables qui n'a été modifiée en vrai. Hein. Ma table user ici, si je prends pas ses clés mais ses colonnes, si je prends ma last known IP, elle est toujours à 50 caractères. Ok. Et bah qu'à cela ne tienne, allons livrer ça. Alors on peut régénérer parce que... Alors une des raisons pour lesquelles vous pourriez être amené à préférer cette solution là, c'est-à-dire modifier le code d'abord dans Visual Studio avant de l'envoyer sur le serveur, c'est que le projet SQL, le SQL proche que j'utilise ici, le type de projet comme ça, là, le projet de base de données, il est compilé. Et oui, Visual Studio intègre un compilateur de code de langage query SQL. Et donc il est capable de savoir que je suis en train d'essayer de mettre des int dans un champ texte ou inversement. Ok. Et donc dans ce cas là j'aurais un, mais là c'est pas le cas parce que j'ai pas fait d'erreur parce que je suis un pro du SQL, mais mais si j'avais fait une erreur de syntaxe ou quelque chose qui était pas bon, j'aurais un message dans ma console là-haut, là dans ma console dans ma sortie, dans ma compilation, ma liste d'erreurs, voilà. Ce serait des avertissements, ouais, ce serait des avertissements, non, ce serait des avertissements ou des erreurs suivant le niveau, peu importe. Et du coup mon projet ne compilerait pas et je le saurais, ça flasherait à l'écran que j'ai aucune chance de faire fonctionner ma base de données en l'état. Et oui, alors que si je le fais en base de données, typiquement, si en base de données, voilà, ça c'est un bon exemple. Si en base de données, j'avais décidé de passer ma colonne IP de 50 à 25 en longueur, donc une modification qui impose de la perte de données, ok. Si j'avais fait ça dans mon Visual Studio, là j'aurais eu un message, attention, risque de perte de données. Ok. Si je l'avais fait dans SQL Server et validé ma requête, il y a de fortes chances que ça m'aurait mis un message warning, mais que ça m'aurait tronqué les données en base, et donc j'aurais perdu de l'information dans la base de données, j'aurais perdu des données. Ok. Le faire dans Visual Studio me fait flasher un message à l'écran, du coup, ah oui, ouais non, là faut que je fasse gaffe. Ok. Et c'est même pire que ça, en fait, Visual Studio, là maintenant, on va aller livrer ces modifications là dans la base de données de dev, on va appliquer les modifications qu'on a fait en code dans la dev, hein, donc c'est dans l'autre sens, on va pas aspirer la dev, on va livrer sur la dev.
Là, en faisant ça, à mon avis, là, si j'avais réduit la taille du champ, là, la livraison aurait échoué et j'aurais eu un message d'erreur comme quoi je perds des données. Ok. Donc Visual Studio, en plus de ça, ne m'aurait pas laissé exécuter cette fameuse requête que je suis en train de vous dire. Bon, je pense que j'ai été assez prolixe là-dessus, ça fait déjà 1 heure qu'on est là, donc c'est parti, on y va, sans plus attendre, on va livrer. Donc on fait clic droit, on publie. Sauf que cette fois-ci, on veut aller sur le rehost de dev, qui se trouve donc effectivement sur ce serveur-là, mais pas sur cette base de données-là. Donc là, je change d'écran parce que vous risquez de voir mon mot de passe, et ça, c'est hors de question. Non, c'est bon, il est chiffré, il est offusqué. Donc on est bien sur ce serveur-là, sauf que c'est pas la Rehostit tout court, c'est Rehostit dev. On teste, ça fonctionne, on est content. Voilà, voilà. Boum. Ok, c'est bon, ils ont fait les choses bien. Ça n'apparaît pas. Donc on est bon. On va enregistrer le profil sous. On va l'enregistrer sous Rehostit dev. Là, c'est pas faire à chaque fois, hein, c'est juste que moi j'avais jamais fait ce sens-là d'habitude. Donc du coup, voilà, j'enregistre un nouveau profil. C'est du détail, c'est ma façon de travailler. Ok, on génère le script, c'est parti. Donc là, on est en train de générer le script qui va aller altérer la base de données de dev avec les 3 colonnes qu'on a modifiées en local sur le code source. Et ben, qu'à cela ne tienne, vous le voyez de vos propres yeux. On va altérer picture en passant cette colonne à cette taille. On va altérer ça en passant ça à ça. On va altérer ça en passant ça à ça. Voilà, donc ça devrait fonctionner ça. Je fais gaffe de ne pas avoir sélectionné le texte. Je fais play. L'exécution a l'air d'avoir fonctionné. J'ai modifié mes 3 tables de dev, hein, toujours. Hein. J'ai bien un Rehostit dev ici. Allons vérifier. On met à jour ça. On va voir les tables. On va voir au moins un des 3. Voilà. IP est bien passé à 100. User last known IP est bien passé à 100. Et le troisième, c'était dans picture, je crois. Picture.ip uploader est bien passé à 100. Ok, donc ça a marché, on a fait la livraison vers la dev, on est satisfait du résultat, et bah qu'à cela ne tienne, il nous reste plus qu'une chose à faire, c'est la livrer en prod. Vous n'êtes pas autorisé à y accéder. Pardon, pardonnez-moi. Ouais, des fois il y a des petits trucs un peu magiques qui se passent avec Azure DevOps. Ouais, pourtant tout compile. Je sais pas, on s'en fout, peu importe. Allez, on y va, on perd pas de temps, on publish. Ouais, cette fois ça passe. Hein. Allez savoir. On charge le profil, cette fois-ci on va pas sur dev, on va sur prod. Génère-moi un beau script. Merci mon ami. Et du coup, nous voilà donc avec une nouvelle fois nos 3 requêtes SQL qui partent en prod. Play. Et voilà. Ok Medibos. On peut aller faire la vérification parce qu'on ne me croit pas, parce que vous n'avez aucune confiance en moi. Hein. C'est parti. User. Colonne. Non, c'est moi hein, qui veux vérifier. Hein. Last known IP 100. Ça sent bon. Picture. IP uploader 100. User connection. IP 100. C'est bon les dibos. Voilà. Donc on a bien élargi la colonne en dev, puis en prod, en partant du code source. Voilà, donc on a fait une autre méthode. Je voulais vous montrer ça parce que c'est vrai que c'est une technique que peut-être d'autres développeurs utilisent. Par sécurité, quand on bosse en équipe, on va peut-être privilégier ça d'ailleurs, d'aller bosser plutôt sur le code source et ensuite le balancer à droite à gauche. Si on a une ferme de serveurs par exemple, notamment, et que c'est quand même nous qui décidons de gérer les scripts SQL, on va peut-être plutôt préférer faire ça ici et balancer à toute la ferme en même temps. Ça après, je sais pas, je suis pas admin base de données. Toujours est-il que je vais quand même aller modifier, archiver ce que j'ai fait comme modification. Alors là c'est un cas assez intéressant, on n'a pas modifié le code de l'application, du coup je sais pas si Azure DevOps va générer une build. C'est une bonne question, on va aller voir, tiens c'est une bonne, ça m'intrigue, allons voir. Ici normalement je devrais avoir ce ID numéro 6 qui devrait disparaître, voilà c'est le cas, parce qu'il est traité. Au niveau de mes pipelines, la build précédente a fonctionné, c'était la 10.01 puisqu'on est le 10 juin. Donc c'était bien la build numéro 1 du 10, c'était il y a 20 minutes. Et la release elle a dû passer aussi j'imagine. Ouais ça a marché à 12h50. Ce qu'on va voir c'est qu'on va voir si je génère une 10.02, enfin une 10.2. Là tout de suite en lançant ça.
Donc hop, on va faire GTH, pas GHT, à chaque fois ça me fait avoir. Voilà, boum, on envoie. Ah, j'ai pas mis le work item, c'est pas grave, il n'y avait pas de work item. Ok, l'archivage a fonctionné, je vous l'ai pas montré, mais l'archivage a fonctionné, j'ai bien envoyé mes modifications sur Azure DevOps. Ok, et du coup, est-ce que j'ai un build qui se lance? Ah, d'accord, il l'envoie quand même en... Ok, d'accord, il l'envoie en build. Pourquoi pas, intéressant, faudrait peut-être que je modifie un peu mes règles là, mais pourquoi pas. Ok Mediboss, bon bah écoutez, c'est pas trop mal, on est bien. Alors à ce niveau-là, on a terminé du coup pour ce sujet-là, pour l'histoire de mes validations d'identité là qui posaient problème. Donc on en a terminé avec mon souci de sauvegarde en base de données qui n'en était pas un en fin de compte, hein. C'était vraiment c'était beaucoup plus léger que ce que je pensais. En même temps, mes utilisateurs m'avaient dit qu'ils rencontraient aucune difficulté avec l'application. Et j'ai soif, et je vais boire un peu d'eau. Promis, c'est pas de l'agnole. Voilà, voilà, voilà. Donc les Dibos, on en est là, et ça fait 1 heure. Est-ce qu'on se lance sur un autre petit work? Ah, la build a commencé, c'est intéressant. Allons voir dans mes boards si j'ai des nouveaux work items à vous proposer. Ouais. La priorité élevée, c'est les pages previous next. Ouais, l'admin, la suppression. Ok. Là, les Dibos, vous pourrez m'aider parce que j'ai vraiment des points techniques sur lesquels je suis pas encore assez calé. On va voir ça ensemble. Caper la taille max, ouais, l'interface. Ça, j'ai des nouvelles, les Dibos, sur ce sujet-là. On va bosser ensemble avec Nerak. C'est fait, c'est validé. On en a discuté hier. Et je confirme, Nerak va bien nous faire une petite retouche graphique. On va la laisser tranquillement terminer sa formation, ses soutenances. On lui souhaite un bon gros courage. On croise les doigts encore pendant une dizaine de jours. Point barre. On ne sait pas quand on aura lu sa soutenance, mais on sait que c'est dans les 10 jours qui viennent. Donc on va bien croiser les doigts pour elle. Et elle va tout déchirer. J'ai aucun souci avec ça, j'ai aucune crainte. Et une fois qu'elle aura validé donc sa formation, son premier client, ça sera nous, les Dibos. On va bosser ensemble, hein. J'aimerais bien travailler avec elle parce que du coup, ça me permettra moi aussi de me former sur le sujet et pas la laisser faire tout seul dans son coin. Ça n'a aucun intérêt, je pense. Et elle va nous coacher pour faire du front, hein, peut-être du LESS ou du SCSS, du SAS, je connais même pas la technologie, c'est chaud. Bref, on va faire ça ensemble et donc elle va nous faire un petit peu de front pour Rehost, elle va nous faire une petite refresh graphique, hein. On n'est pas encore sur de la refonte que je vous promets pour l'année prochaine, qui sera aussi une refonte technique, hein. On va changer la stack technique, on va passer sur du core, on va passer sur des choses beaucoup plus modernes et performantes. Mais là, il est question d'un refresh graphique de Rehost, et c'est Nerak qui va le faire pour nous. Eh oui, je sais pas si tu me regardes, mais on pense à toi. Voilà, et puis il y a quelques autres sujets, mais il n'y a vraiment rien de très passionnant pour aujourd'hui, mes Dibos, donc je pense qu'on va s'arrêter là. La build est partie, j'ai bien une 10.2 qui s'est créée. Est-ce que la release a terminé? Ah ouais, il me déploie, ok, donc il le déploie quand même, hein. Ok, bien Azure, vas-y fais, hein. Il va donc me déployer une 10.2 alors que j'ai aucune modification de code. C'est étonnant, je pensais qu'il aurait détecté que c'est que du stockage en fait que j'ai fait parce que mes scripts SQL ils sont déjà joués, donc c'est que du stockage de données, de fichiers de code source, et pourtant il le déploie. Bon, c'est pas bien grave, on s'en fiche. C'est moi qui ai mal paramétré mon intégration au contrôle de code source. Est-ce que je peux avoir la caméra en plein écran? Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît? Oui, c'est laborieux. Pourtant j'ai bien changé la scène, hein. Mes petits dibos. Bon, eh ben merci de m'avoir suivi encore une fois dans mes aventures. Je vais couper là la pause dev, les gars. Je pense que ça sert à rien de vous suriner avec encore d'autres trucs. Vous connaissez l'adresse. Si vous avez besoin de me contacter pour quoi que ce soit ou discuter, poser vos questions, vous connaissez tout. Le stream, vous le retrouvez ce soir sur la chaîne YouTube, comme tous les jours. Il y a une vidéo gaming rétro qui va arriver, je pense, d'ici quelques jours. Soyez à l'écoute. On se retrouve on se retrouve pas demain midi parce qu'on est déjà vendredi midi, mes Dibos. On se retrouve lundi midi pour la prochaine pause dev. On va essayer de changer un peu de sujet. Je vais réfléchir ce week-end à quelque chose que je pourrais vous proposer d'autre. Et d'ici là, portez-vous bien. Passez un super week-end. Amusez-vous bien. N'oubliez pas de passer 3 bonnes journées.
deux bonnes journées, en tout cas en entier. Celle-là aussi en fait partie, bien sûr, je taquine. Reposez-vous bien, amusez-vous bien, travaillez bien pour ceux qui travaillent cet après-midi. Gros bisous, mes 10 boss chéris, et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.